Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode de Gross-Hardy, partie 5. Dans cette vidéo, il sera question pour nous ici de continuer avec l'exercice d'application de la vidéo précédente. Alors, le but de cet exercice est de déterminer les sollicitations d'une structure avec déplacement des nœuds. Et comme nous l'avons vu précédemment, cela se fait en deux parties. La première partie consiste à résoudre la structure sans déplacement des nœuds, ce qui a été le cas dans notre vidéo précédente, et nous avons obtenu les moments aux nœuds et appuis qui sont résumés dans le tableau que vous voyez à l'écran. Dans cette vidéo, nous attaquerons donc à la deuxième partie qui consiste à appliquer un déplacement à la structure afin de déterminer les sollicitations réelles. Cette deuxième partie se fera en trois étapes, dont la première est la vérification d'une possibilité de déplacement. La deuxième est l'application d'un déplacement arbitraire à la structure. Et la troisième est la détermination des sollicitations réelles. La vérification d'un possible déplacement de la structure consistera à appliquer la formule que nous avons vue à la vidéo précédente, qui est la vérification de l'égalité entre sigma t et h. Alors, on rappelle ici que sigma t est la somme des efforts tranchants dans les barres verticales juste au-dessus de la section horizontale et h la résultante des forces horizontales appliquées au-dessus de cette section. Sigma t sera donc égal à MAB plus MBA sur LAB plus MCD plus MDC, le tout divisé par LCD. Alors, lorsqu'on passe à l'application numérique, on obtient 0,44. Ici, h sera égal à 0, car sur la structure, on n'a pas de sollicitation horizontale. On peut donc constater qu'ici, sigma t est différent de h, donc notre structure est sujette à un déplacement des nœuds. Comme nous avons déterminé que notre structure subit un déplacement des nœuds, il est donc question pour nous ici d'appliquer un déplacement arbitraire à la structure afin de déterminer l'intensité du moment responsable de ce déplacement. La formule qui correspond au déplacement est le moment responsable de ce déplacement multiplié par le carré de la longueur de la branche sur laquelle s'exerce ce moment et divisé par 6 EI, E étant le module d'élasticité du matériau et I son moment d'inertie. Le moment M est pris sur les branches verticales. Et ici, comme branche verticale, nous n'avons que AB et CD. MI sera donc égal à MAB ou MBA ou encore MDC ou MCD. Vu que d'après sa formule, la valeur du déplacement arbitraire dépend entièrement de celle du moment, nous allons donc donner une valeur au moment MI et c'est cette valeur que nous allons utiliser dans le tableau de Gross pour déterminer la répartition sur les différents nœuds. La valeur que nous allons donner au moment ici sera de 10 kN/m. On en vient au tableau de Gross. Et comme d'habitude, sur la première et la deuxième ligne, nous avons les nœuds. Sur la troisième ligne, nous avons les coefficients de répartition. Et bien sûr, nous allons introduire la valeur du moment MI, définie précédemment et de façon arbitraire dans la quatrième ligne, et respectivement sur les colonnes des nœuds AB, BA, CD et DC. Après avoir dressé notre tableau de Gross comme suit, nous pouvons donc commencer les itérations. Le moment MBA sera égal à son coefficient de répartition CBA multiplié par la somme des moments en B. Nous aurons donc moins 1,5 fois 10, ce qui va nous donner moins 5. Pour ce qui est du moment MBC, il sera aussi égal à son coefficient de répartition CBC multiplié par la somme des moments en B. Ici, nous aurons également moins 1,5 fois 10, ce qui va nous donner moins 5. La partie transmise au nœud A sera de 1,5 fois moins 5, ce qui va nous donner moins 5,5. Et celle transmise au nœud C sera également de 1,5 fois moins 5, ce qui va nous donner moins 5,5 aussi. Lorsqu'on s'attaque maintenant au nœud C, on aura le moment MCB qui sera égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par la somme des moments en C, MC. Nous aurons donc 10 moins 5,5, l'ensemble multiplié par moins 1,5.
ce qui va nous donner moins 15 sur 4. De l'autre côté, MCD sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par la somme des moments en C, MC. Nous aurons également ici 10 moins 5 demi, l'ensemble multiplié par moins 1 demi aussi, et nous obtiendrons moins 15 sur 4 également. La quantité du moment transmise du nœud C vers le nœud B sera de 1 demi fois moins 15 sur 4, ce qui va nous donner moins 15 sur 8. Et celle transmise au nœud D sera de 1 demi fois moins 15 sur 4, ce qui va nous donner également moins 15 sur 8. Après avoir fini avec la première itération, nous attaquons à la deuxième. Lorsqu'on revient sur le nœud B, on a le moment MBA qui est égal à la quantité du moment transmise du nœud C multiplié par son coefficient de répartition CBA. Nous aurons donc ici moins 1 demi fois moins 15 sur 8, ce qui va nous donner 15 sur 16. Pour ce qui est du moment MBC, il sera aussi égal à la quantité du moment reçu du nœud C multiplié par son coefficient de répartition CBC. On aura ici moins 1 demi fois moins 15 sur 8, ce qui va nous donner également 15 sur 16. La quantité transmise au nœud A sera de 1 demi fois 15 sur 16, ce qui va nous donner 15 sur 32. Et celle transmise au nœud C sera aussi de 1 demi fois 15 sur 16, ce qui va nous donner également 15 sur 32. Lorsqu'on en vient donc au nœud C, MCB sera égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par la quantité du moment qui nous provient du nœud B. On aura donc moins 1 demi fois 15 sur 32, ce qui va nous donner moins 15 sur 64. De l'autre côté, MCD sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par la quantité du moment qui nous provient de B. On aura donc moins 1 demi multiplié par 15 sur 32, ce qui va nous donner moins 15 sur 64 également. La quantité transmise vers B sera de 1 demi fois moins 15 sur 64, ce qui va nous donner moins 15 sur 128. Et celle transmise vers le nœud D sera de 1 demi fois moins 15 sur 64, ce qui va nous donner moins 15 sur 128 aussi. Ce calcul marque ainsi la fin de notre deuxième itération. Lorsqu'on s'attaque à notre troisième itération et qu'on revient sur le nœud B, nous avons le moment MBA qui est égal à son coefficient de répartition CBA multiplié par la quantité du moment qui nous provient du nœud C. Nous avons donc moins 1 demi fois moins 15 sur 128, ce qui va nous donner 15 sur 256. MBC, quant à lui, sera égal à son coefficient de répartition CBC multiplié par la quantité du moment qui nous provient aussi de C. On aura ici moins 1 demi fois moins 15 sur 128, ce qui va nous donner 15 sur 256 également. La quantité transmise vers le nœud A sera de 1 demi fois 15 sur 256, ce qui va nous donner 15 sur 512. Et celle transmise vers le nœud C sera de 1 demi fois 15 sur 256. Nous aurons aussi 15 sur 512. Lorsqu'on s'attaque au nœud C, on a le moment MCB qui est égal à son coefficient de répartition CCB multiplié par la quantité du moment qui nous provient de B. On aura donc moins 1 demi fois 15 sur 512, ce qui va nous donner moins 15 sur 1024. Pour ce qui est du moment MCD, il sera égal à son coefficient de répartition CCD multiplié par la quantité du moment qui nous provient de B. On aura aussi moins 1 demi fois 15 sur 512, ce qui va nous donner moins 15 sur 1024 également. La quantité du moment transmise vers le nœud B sera de 1 demi fois moins 15 sur 1024. Nous aurons donc moins 15 sur 2048. De l'autre côté, la quantité du moment transmise vers le nœud D sera de 1 demi fois moins 15 sur 1024 et nous obtiendrons également moins 15 sur 2048. Au vu de la convergence de nos résultats, nous pouvons donc stopper là avec les itérations. Il sera donc question de faire la somme colonne par colonne des différents résultats trouvés afin de déterminer les moments sur chaque nœud qui engendre le déplacement. Lorsqu'on fait la somme des différents résultats
pour le nœud A et sur toute la colonne, on obtient 8. Pour ce qui est du nœud B, on obtient à gauche 6 et à droite moins 6. Pour ce qui est du nœud C, on obtient à gauche moins 6 et à droite 6. Et enfin, pour ce qui est du nœud D, on obtient 8. Après avoir déterminé les moments responsables des déplacements sur chaque nœud, nous allons maintenant déterminer les sollicitations réelles de la structure. Et bien sûr, ceci passe par la détermination des constants d'intensité des moments secondaires XI. Ces constants d'intensité des moments secondaires sont intimement liés au déplacement de la structure par la formule que vous voyez ici en dessous, formule dans laquelle chaque T représente la somme des efforts tranchants dans les barres verticales pour chaque déplacement de la structure. Bien sûr, dans cette formule, T0 représente la somme des efforts tranchants dans les barres verticales pour la structure sans déplacement. Nous l'avons déjà calculé plus haut et il est égal à 0,44. T1 quant à lui sera égal à MAB plus MBA, le tout divisé par LAB, plus MCD plus MDC, le tout divisé par LCD, ce qui va nous donner 9,34 kN. Comme notre structure ne subit qu'un seul déplacement, nous allons donc nous arrêter au rang 1. Nous aurons donc T0 plus X1 T1, le tout égal à 0. Donc, à travers cette égalité, nous pouvons donc tirer X1 qui sera égal à moins 0,047. Les moments finaux MF correspondent à la formule M0 plus X1 fois M1. Ici, M0 et M1 représentent respectivement les moments obtenus lors de la première itération avec la structure sans déplacement et les moments obtenus avec la structure avec déplacement. En appliquant donc cette formule, MF sera égal pour le nœud A à moins 1,26, pour le nœud B à gauche à moins 2,05 et à droite 2,05, pour le nœud C à gauche moins 2,36 et à droite 2,36 et pour le nœud D 1. Nous pouvons donc déjà positionner les différents moments trouvés sur notre structure et tout à côté on a une esquisse de ce à quoi peut ressembler notre diagramme des moments. La formule que nous allons utiliser pour déterminer la vraie courbe des moments est celle que vous voyez en bas et que nous avons déjà commentée dans nos précédentes vidéos. Lorsqu'on applique cette formule sur la partie de la branche BC qui correspond à BO, on obtient MX égale à 3,3x moins 2,05. La courbe qui correspond à cette équation est celle que vous voyez en bas. De ce moment, nous pouvons tirer l'effort tranchant qui est égal à 3,3 kN. Quand on applique la formule à partir de la branche BC qui correspond à OC, on obtient M égale à 6,81x moins 2,36. Alors en bas, on a la courbe qui correspond à cette formule et tout à côté de cette équation, on peut tirer l'effort tranchant qui est égal à 6,81 kN. Après avoir obtenu le moment et l'effort tranchant sur la branche BC, nous pouvons maintenant les déterminer sur les autres branches. Pour ce qui est de la branche AB, et lorsque nous appliquons la formule vue précédemment, nous obtenons MX égale à 1,26 moins 1,1x. Et l'effort tranchant ici sera égal à moins 1,1 kN. Et pour la branche CD, MX sera égal à moins 2,36 plus 1,13x. Ici, l'effort tranchant sera égal à 1,1 kN. Après toutes ces manœuvres, nous obtenons le diagramme des moments et des efforts tranchants.